Lorsque je suis arrivé comme interne en gynécologie obstétrique, il n'y avait pas d'éthique. Et il faut savoir aussi que ces années 1950 correspondent d'abord à l'éclosion d'un nouveau monde. L'Annapurna venait d'être gravie par Maurice Herzog, la France allait se réveiller, et c'est aussi l'année dans laquelle j'ai été prêté serment de l'autre côté du mur, là-bas, en 1953, devant le Conseil de l'Ordre. Nous étions inscrits dans un certain système, c'est-à-dire qu'il y avait Dieu en haut qui a donné la vie, le médecin est l'interprète de la volonté divine, l'ordre des médecins, c'est là en quelque sorte la théologie, et procédant de là, nous n'avions qu'à, comment dirais-je, traduire dans nos actes de médecin ce que nous avait enseigné la théologie. Pire, lorsqu'il y avait le problème de la souffrance qui s'est posé, c'est-à-dire que comme j'étais jeune interne en obstétrique, la douleur que les femmes accusaient leur était imposée, leur était exaltée, car elle était salvatrice, disait-on. Par conséquent, il y avait à la fois le côté cruauté, le côté du règne de l'ordre qui venait d'en haut, et la douleur salvatrice. J'ai eu la chance de pouvoir aller rapidement faire un saut à l'Institut Pavlov en 1953 et voir par conséquent qu'il y avait une possibilité de l'impact social. Et ici, les neurologues savent bien que dans le système nerveux central, ce qui est au-dessus commande ce qui est en dessous. Et que par conséquent, au niveau du cortex, celui qui organise notre vie en quelque sorte, il y a un impact de la société. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport entre notre organisme et la société, que nous ne sommes pas, nous, enfermés ni cloués, mais que nous appartenons à un tout. Et c'est là où va intervenir le concept d'éthique, parce qu'il va falloir repenser le concept de vie. Alors tout cet agencement se répond. Vous voyez, les pièces se répondent. Le moine qui est en face de moi, dans ma direction de réflexion, je n'ai jamais rien commis ici sans l'avoir interrogé. Et je l'ai depuis très longtemps, puisque j'étais interne à l'hôpital lorsque je l'ai acquis en Normandie. Et depuis, c'est lui qui me sert d'indice de réflexion. Et toute décision importante doit être prise avec sa conformité. Il suffit que je le regarde longuement pour que je m'imprègne de ce que je dois faire ou pas faire. Mais ce bureau est un centre directeur, je veux dire, de l'appartement. C'est aussi d'ici que je commande les deux axes de mon appartement. C'est dire que c'est son point névralgique et le doigt du Bouddha là-haut est le point déclenchant. Le tiki, c'est, comme vous le savez, une divinité polynésienne. Et je suis allé quelques fois en Polynésie, mais la première fois que je m'y suis rendu, il n'y avait pas de gynécologue encore. Maintenant, ils se battent, tant ils sont nombreux. Et j'ai donné des consultations à l'hôpital militaire. J'y allais pour des raisons totalement différentes, puisque j'y allais pour le remaniement de la société, pour faire admettre la contraception, pour faire changer les lois. J'y ai représenté mon ministre. Mais j'en ai profité en même temps pour aider les populations. Et elle m'amenait d'ailleurs pour régler mes honoraires, puisque je n'en demandais point, des fleurs. J'ai vu les plus belles fleurs et les plus beaux colliers de coquillages qui se puissent donner. Et ce tiki, je l'ai ramené à Paris. Or, vous savez qu'un tiki ne voyage jamais. Les seuls tikis qui ont voyagé, qu'on a fait voyager dans le jardin du parc Loti, eh bien, tous ceux qui l'ont fait, qui ont aidé à son transport sont morts. J'ai pris un risque et puis j'ai survécu. C'est le tiki mangeur d'enfants, donc qui était celui de la maternité de Fa'a. Je suis resté dans la peinture contemporaine des peintres de mon âge, parce que c'est avec eux que je suis venu ici, c'est avec eux que j'ai vécu. Puis chacun dans son art s'est exprimé sur le même mode de pensée, parce qu'on était issus de la guerre tous, et on est entré dans une société qui était mal partie. Notre discipline naquit du refus. Moi, j'avais été très soucieux en matière de morale, d'essayer de faire, d'infléchir la morale. C'est là que j'ai compris que c'était une erreur fondamentale, qu'on passait d'un paradigme à l'autre, c'est-à-dire d'une vérité
qui à l'époque était celle de la biochimie à celle de la chimie, mettons, biologique, je ne me rappelle plus les noms, et qu'on n'arriverait pas à faire vieillir, à assurer le passage des vieilles pensées vers de nouvelles pensées, qu'il fallait pratiquer la rupture. Et ça a été déterminant. La rupture de paradigme. Il y a de très beaux textes de Lvov, d'ailleurs. Et Lvov m'a finalement donné, si je puis dire, oui, j'avais noté pour André Lvov, pas de transformation, rupture. Et si vous retrouvez ces textes, que je dois citer un peu partout dans mes bouquins, parce qu'il m'a beaucoup inspiré, ça permet d'éliminer les vieux concepts et de travailler de nouveaux. Et alors, Ameisen, lui, c'est ça, je n'ai pas encore pu le remercier, mais il a amplifié ce concept quelque part que j'ai noté parce que j'ai trouvé ça tellement beau. Voilà, Ameisen dit les frontières de la longévité semblent avoir été sculptées de manière contingente, point de suspension, entre les individus et leur environnement. Ça a été ma plus grande récompense, c'est de voir la définition qu'Ameisen a donnée noblement, l'ébauche que j'avais donnée, mais quand même déjà il y a 35 ans, en ouvrant le concept de vie qui n'était pas qu'un processus biologique, mais qui avait déjà un rapport avec l'environnement, qui aujourd'hui c'est un thème banal, hein, mais à l'époque j'étais quand même le premier en médecine à en parler.